Depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, les héros et les démons rois ont toujours coexisté dans n'importe quelle bataille. Les héros se sacrifient toujours pour l'intérêt de leur royaume, ils sont dotés de forces supérieures pour éliminer les démons rois. Tandis que les démons rois dominent le monde démoniaque et existent uniquement dans le but d'éliminer les héros. Le démon roi est le commandant de l'armée qui possède 12 lieutenants, tous dotés d'une puissance terrifiante et connue pour leur cruauté. Les humains ne peuvent résister à leur domination écrasante, à moins d'être portés par le fardeau des héros. Cependant, au fil de l'histoire, il y a eu des cas exceptionnels où des humains ayant une puissance énorme ont réussi à tuer des démons, et l'un d'entre eux est connu sous le nom d'Asekihiro, le commandant numéro 0, réputé pour sa vie luxueuse dans le monde démoniaque. Une lettre fut jetée sur la table, suivie d'une démission exprimée avec une attitude impertinente. Le démon roi était en colère, il fracassa la table et demanda furieusement « Oserez-vous me quitter ? Attends, ne sois pas si pressé. » Mais en un instant, il abandonna son air de patron et supplia Eru de rester travailler pour lui. Il ne pouvait pas accepter qu'un démon de l'envergure d'Asekihiro parmi les humains préfère démissionner plutôt que de rester et servir les démons. Eru, aussi connu sous le nom de Dion, se coucha sur le lit avec un esprit accablé. Il se sentait inférieur, presque normal, comparé aux autres. Étant le seul humain vivant dans le monde démoniaque, il est né avec une constitution faible, une pression insignifiante qui lui permet de céder facilement aux autres. Il craignait que son secret sur sa faiblesse corporelle soit découvert par les démons et qu'il soit alors éliminé ou ridiculisé. Devant le démon roi et d'autres commandants de l'armée, Eru se sentait contraint de s'asseoir et de faire face à leurs regards scrutateurs. Il tentait de paraître calme, mais à l'intérieur, il se sentait mal à l'aise et désireux de disparaître de cet endroit pour faire une sieste dans sa chambre. Le démon roi finit par lui offrir une boisson, mais la tension dans l'air était palpable, il ne pouvait plus supporter l'inconfort. Eru était presque certain qu'il se moquait de lui. Cependant, lorsque le démon roi parla du document remis par Veritan, la situation devint sérieuse. Le chef de l'armée s'y informa qu'ils étaient en train de protéger un village, mais en raison de l'augmentation soudaine du nombre de démons, ils ne pouvaient plus le défendre. Plus de la moitié du village a été détruit et les habitants ont été évacués vers d'autres endroits. Ils avaient besoin de renforts pour chasser ces démons. La tension montait alors que la réunion se poursuivait, et Eru avait hâte que cette réunion se termine. Il ne pouvait s'empêcher de penser que sa faiblesse pourrait être exploitée dans cette situation. Finalement, il fut libéré et retourna dans sa chambre, se sentant anxieux quant à ce qui allait se passer ensuite. Réunion soudainement annulée, rendant l'atmosphère animée. Le chef de l'armée 12 n'a pas participé, car certains ont entendu qu'il avait été assassiné par eux. Assis à l'écart, il n'était pas très préoccupé par cela, car parmi les démons créés par le roi des démons, les démons sont des entités insensibles et ne sont loyaux qu'à leur soif de sang. En les entendant parler des démons, leur nombre et leur force continuent d'augmenter. Le roi des démons intervient pour expliquer que le nombre d'anéants par les héros diminue, donc tuer le chef des héros lors d'une attaque coordonnée des démons n'est pas surprenant. Le chef des héros, Erus, est désigné comme le meurtrier, plongeant tout le monde dans le silence et le choc. Erus réagit en regardant le roi des démons, voulant qu'il prenne la responsabilité, mais il se dérobe, rendant la situation encore pire. Le roi des démons ordonne à l'armée de 12 d'aller soutenir l'armée d'Erius, les laissant tous stupéfaits. Erus exprime son mécontentement intérieurement, pensant qu'il le pousse dans une situation dangereuse. Il n'a tué aucun héros d'Erius, mais c'est la rumeur qui le condamne. Il se souvient de son plan raté de fuite du royaume auparavant, mais préfère être ici que dans ce territoire démoniaque. Pendant le voyage, Erus se remémore sa vie passée en tant que roi démon qu'il a jeté dans cette région démoniaque et son frère qui le déteste. Il est soulagé que ce soit mieux qu'avant, mais partout où il regarde, ce ne sont que des démons maléfiques. Il commence à boire un vin caché dans sa poche, interdit par le roi des démons, disant que ceux qui en boivent atteindront le 9e ciel avant de mourir. Malgré tout, il veut essayer cette spécialité démoniaque. Ils arrivent à un village en feu, des corps jonchant le sol. Erus est prêt à se battre, mais est soudainement attaqué par un géant monstrueux. Le combat commence et Erus montre sa force, éliminant les ennemis un par un. Il se sent étrangement excité en voyant le démon assoiffé de sang déchirer les autres démons devant lui. Il réalise que ce démon est le général Derouche, le fameux commandant redoutable. Erus se rend compte que cette personne lui rappelle quelqu'un, et il est surpris quand le démon l'appelle son ennemi. Le démon Erouche lui demande s'il est aussi un ennemi. Erus répond affirmativement, et le démon le frappe violemment, le faisant perdre connaissance. Pendant ce temps, ailleurs, les nouvelles de l'armée numéro 0 d'Erouche atteignent quelqu'un de spécial, un individu mystérieux et puissant. Il se prosterne et parle de la personne envoyée pour espionner le monde démoniaque. On dit que le chef de l'armée numéro 0 d'Erouche, un être puissant et impitoyable, se battra pour le royaume. On dit qu'il est le subordonné le plus cher du roi démon, mais maintenant il a un rival qui pourrait bien le surpasser. Cette personne mystérieuse offre à quelqu'un d'autre une chance de devenir un subordonné cher, s'ils réussissent à vaincre Erus et gagner la gloire pour le royaume. Erus se réveille, se rappelant de la puissance du démon Erouche et de son propre désir de vengeance. Il est prêt à combattre pour le royaume et prouver sa valeur en tant que subordonné cher. Il ressent une envie ardente de tuer et est déterminé à éliminer tous les démons sur son chemin. C'est ainsi que le chef de l'armée numéro 0 d'Erouche, Erus, se prépare pour la bataille qui l'attend, débordant d'une haine brûlante et d'un désir ardent de vengeance. Je veux me sacrifier dans un pays qui est déjà plein de lui-même jusqu'en enfer, tu dois trouver toutes les façons de survivre,
Quoi qu'il arrive, vivre et se venger de tous, un rêve étrange et trop réaliste a rendu tout éveillé dans la panique. Le docteur Ben et Edge se sont précipités vers ton lit quand ils t'ont vu te lever soudainement à 10h38. Ils t'ont immédiatement interrogé sur toutes sortes de questions, te demandant si l'élimination des monstres était terminée. Ils ont fui dans la peur et nous sommes retournés au château du roi des démons dès que tu as perdu connaissance. Ben a alors diagnostiqué que tu souffrais d'une amnésie temporaire due à un coup reçu lors de la bataille contre les monstres, et tu es resté silencieux, te souvenant de tout jusqu'à un flot de souvenirs qui te submergeait, aggravant ton humeur déjà mauvaise. Tu pensais que c'était dû à l'alcool que tu avais bu, mais tu as accepté les conséquences car tu ne pouvais rien rappeler par la suite. Tu as décidé de t'excuser, mais tu as été surpris de recevoir des éloges à la place. Tu étais incroyable, tu as vaincu tout un tas de monstres en première ligne, tu es vraiment un commandant modèle, a dit Eru. Tu as entendu tout ça, mais tu étais trop confus pour comprendre ce qui se passait réellement. Tu t'es retrouvé face à un médecin qui était triste pour le patient qui ne prenait pas soin de sa santé, et un fou déterminé à devenir plus fort pour protéger son chef, ce qui t'a mis beaucoup de pression. Ton niveau de stress a augmenté rapidement à ce moment-là. C'est alors que le commandant de la 3e armée asiatique et le commandant de l'armée édienne numéro 4 sont arrivés soudainement. Ils se sont disputés bruyamment, loin d'être aussi respectueux que des visiteurs. Ils ont dit qu'ils voulaient te rendre visite, mais ils t'ont gentiment demandé si tu étais à l'aise. À l'intérieur, tu voulais renverser la table et les chasser, mais tu es resté calme en surface, ne soufflant que des soupirs. Tu n'avais pas le temps de montrer de colère à qui que ce soit, et tu as pensé à un avenir sombre où on pouvait te donner un coup de pied à tout moment. C'est pourquoi tu as décidé d'enseigner un peu d'empathie à ces démons pour qu'ils puissent pardonner. Tu leur as parlé de la compassion et de la manière de traiter les autres avec empathie, mais ton attitude glaciale les a intimidés et personne n'a osé dire un mot de plus que des excuses pour le dérangement. Quand tu t'es finalement débarrassé de plus de la moitié des démons, tu as proposé une suggestion. J'ai aussi entendu parler de vos exploits héroïques, et je suis venu ici pour vous demander un combat, a déclaré Eru. Tu as pensé que c'était difficile à accepter car tu avais peur de la réaction des autres après avoir combattu les monstres et de ta propre force. En fin de compte, cela s'est avéré ne pas être un combat du tout. Eru était fort, mais il n'avait jamais été assez confiant pour penser qu'il pouvait battre n'importe qui. D'autre part, tu as réalisé que l'information absolue signifiait qu'il n'y avait aucune peur de la part de l'adversaire comme la personne assise en face de toi. C'était la première fois que tu voyais quelqu'un avec une telle attitude après s'être consulté et réfléchi. Après réflexion, tu as finalement admis que tu ne voulais pas combattre à mort avec lui non plus. Tu ne pensais pas que tu gagnerais dès le premier affrontement, donc tu ne voulais plus combattre. Tu as alors remercié tout le monde et tu as ressenti une vague de soulagement en sachant que tu n'avais pas besoin de te battre, et tu as dit que quand tu te sentiras suffisamment confiant, tu les trouveras et les défieras à nouveau. Après avoir fini de parler, ils ont dit au revoir et sont partis avec enthousiasme, ayant trouvé un adversaire puissant à affronter, et toi, tu es resté là, épuisé, te soutenant contre le mur et cherchant désespérément une excuse pour sortir. C'est alors que tu as trébuché sur une pierre, la faisant voler et heurter la tête d'un démon. Il a gémi et s'est plaint de qui avait fait ça, c'était cet abruti d'Eruk qui avait été repéré. Alors ils ont tous répété des excuses avant de partir, te laissant seul avec Eruk. Eruk n'était pas pire que les démons, il te regardait juste fixement, te faisant trembler de tout ton corps et incapable de dire quoi que ce soit. Et ce n'est pas qu'il te déteste, au contraire, il te traite sincèrement. C'était la première fois que tu rencontrais quelqu'un comme ça, alors tu étais complètement surpris. Tu voulais dire désolé, mais les démons ont dit désolé avant toi, en disant qu'ils éduquaient un démon inférieur, mais les femmes étaient ennuyeuses, alors ils partiraient. Après cela, Eruk a parlé de toi comme si c'était la première fois qu'il rencontrait une personne comme toi. Il t'a remercié pour ta considération et a dit qu'il n'aurait pas combattu jusqu'à la mort avec toi de toute façon. Tu as d'abord pensé que c'était parce qu'il avait peur que... Après un moment, lorsque les gens ont vu Eric, ils lui ont immédiatement demandé comment il devrait agir. Devrait-il garder et utiliser cette bête comme une alliée ou se débarrasser d'elle tout de suite? Eric répondit franchement qu'il pouvait faire comme bon lui semblait, mais il serait préférable de l'éliminer car elle ne serait d'aucune utilité pour lui. Le roi démon hocha la tête après avoir entendu cela et promit de régler tout cela. À ce moment-là, Eric restait curieux de savoir comment il pourrait réaliser son souhait. Cependant, en échange, il devait aider le roi démon dans quelques autres tâches. Selon les paroles du roi démon, l'armée numéro 1 venait de demander une aide urgente à la ligne de front. Il disait que cette fois, ce n'était pas un candidat héroïque comme auparavant, mais un véritable héros qui combattait les démons. La plupart des démons ne pouvaient pas le vaincre, alors il ne pouvait compter que sur Eric pour cette bataille. Eric appuya sur le bouton et se retrouva face à eux sans rien dire. Puis, lorsqu'il reprit conscience, il fut surpris de se retrouver ici. Non seulement cela, mais il semblait qu'il se préparait également à partir quelque part. Peu de temps après, un chariot et une troupe de personnes l'attendaient devant le château. Il avança lentement avec les yeux remplis de larmes en pensant que cette expédition avait échoué. Il y avait une fille mignonne au visage charmant et amical parmi les personnes, mais elle possédait une force qui la plaçait juste après chaque roi démon. On ne pouvait pas la prendre à la légère. Elle dit qu'elle savait qu'Eric partirait aujourd'hui pour le champ de bataille, c'est pourquoi elle avait intentionnellement apporté un collier de protection contre les sorts pour lui, afin de l'empêcher de mourir une fois de plus. Si Eric rejoignait cette expédition,
il devait accomplir un acte plus remarquable pour réaliser son souhait, n'est-ce pas? Si la bataille revenait avec le résultat attendu, ce serait déjà un exploit remarquable. L'héroïne était également curieuse de connaître le souhait d'Eric, alors elle promit de se renseigner sur cela une fois qu'il serait rentré en toute sécurité. Le temps passa lentement alors qu'Eric attendait seul sous un grand arbre pendant de nombreux jours, tandis que ses coéquipiers, considérés comme ses camarades, avançaient pour affronter les rois démons. Mais il avait été demandé à Eric de rester ici et d'attendre tout le monde, ce qui le rendait si ennuyé qu'il ne pouvait plus le supporter. Se lamentant, il murmura pour lui-même, « Si jamais ils gagnent, je les ramènerai. S'ils perdent, je vais informer tout le monde. Si je les observe de loin, il n'y aura aucun problème. » Avec cette décision, il se leva immédiatement et s'approcha discrètement des autres. Cependant, à ce moment-là, il fut soudainement alerté par la voix de quelqu'un et se retourna pour voir qui c'était. Stupéfait, il vit un démon géant qui se précipitait vers lui, brandissant rapidement une épée tranchante dans sa direction. Face à cette situation, il semblait qu'il devrait appeler rapidement quelqu'un. Qui sait comment il pourrait gérer ça tout seul? Effrayé, il se précipita pour se cacher derrière un rocher pour éviter les attaques de l'ennemi. C'était un tueur renommé de l'Empire démoniaque. Eric avait la capacité de sauter sur lui et de lui donner un coup de couteau au cou, mais malheureusement, la force de son coup précédent n'était pas suffisante pour le faire tomber. Cependant, cela a créé une situation gênante car les deux sont tombés de la falaise. Eric se retrouva chanceux que le roi démon dans la légende soit juste là. Après une explosion retentissante qui fit tomber des débris de terre et de roches, l'image du démon géant gisant au milieu de son propre bain de sang apparut. Pendant ce temps, la personne principale était toujours en vie et respirait toujours. Les démons en dessous assistaient à cette scène, choqués et se demandant qui était cette personne humaine. Un autre individu répondit inconsciemment qu'il ne savait plus, mais comment se faisait-il qu'il se porte bien? Eros était douloureux à cause de tout ce qu'il venait d'entendre. Il n'avait fait que se défendre, mais il n'aurait jamais pensé qu'il parviendrait à vaincre le chef de l'armée numéro 7 juste devant eux et à tomber au milieu des forces ennemies. La situation était si surprenante que tout le plan d'autodestruction de l'anéantisseur d'ennemis ne pouvait plus être réalisé. Il avait soudainement utilisé son pouvoir pour éblouir le roi démon avec un éclat éblouissant, le forçant à protéger ses yeux pour atténuer la lumière aveuglante. Il murmura, « La lumière est différente de l'autodestruction. Est-ce que l'anéantisseur essaie de transférer sa force? Comment est-ce possible ?» Peu de temps après, la lumière commença à s'estomper lentement jusqu'à disparaître complètement. L'anéantisseur quitta les bras d'Eros, qui déposa doucement son camarade au sol. En même temps, il mit sa main sur sa bouche et réfléchit sérieusement. Tout le corps d'Eros était entouré d'une brillante aura dorée. Le roi démon ne pouvait pas réagir à temps et ne put que lever la main pour protéger ses yeux de la lumière étincelante. Il était choqué de voir à quel point l'anéantisseur était bien traité par ce démon, mais la magie rompait les lois du monde. La magie du démon avait des limites et l'énergie utilisée pour la magie ne pouvait pas être restaurée. Il y avait des rumeurs selon lesquelles plus d'énergie démoniaque était utilisée, plus d'êtres humains avec une force de héros apparaissaient. Ainsi, il pensait que l'autodestruction de l'anéantisseur était pour se montrer sûr de pouvoir vaincre les gens avec le pouvoir des héros. Il pensait que l'autre partie le traitait bien, mais la magie brisait les règles de ce monde. La magie démoniaque avait des limites et l'énergie utilisée pour les sorts ne pouvait pas être restaurée. Ces rumeurs prétendaient que plus d'énergie démoniaque était utilisée, plus de héros humains apparaissaient. Il pensait que l'autodestruction de l'anéantisseur était pour se montrer sûr de pouvoir vaincre les gens avec le pouvoir des héros. La forme du sarcophage était parfaitement réalisée et scellée de haut en bas. Arus dit à Edge qu'il voulait aller inspecter l'armée du commandant numéro 9 et observer les environs. Il fit semblant d'être responsable, mais son véritable but était de fuir et il n'y avait rien d'autre que fuir de cet endroit rempli de démons. Et, attends une minute, ce n'est pas encore l'heure de la réunion. Où est-ce que tu vas? Soudainement, il y avait un groupe de soldats qui bloquèrent complètement son chemin. Sur un arbre près du campement, où l'armée numéro 1 était stationnée, apparut un assassin mystérieux du côté de l'Empire. Il était venu ici pour enquêter sur le commandant de l'armée sans nom. L'assassin avait vu sa cible et pensait que cette personne était celle mentionnée dans la rumeur. Comment un individu aussi fragile et petit pouvait-il avoir une attitude si indifférente et une aura si oppressante? Il était réticent à vérifier lui-même la puissance du commandant sans nom, mais l'homme qui se tenait là semblait être celui de la rumeur. Le mystérieux assassin sortit un couteau empoisonné et le lança vers la personne enveloppée sous un manteau. Le poison mortel fut lancé de manière extrêmement précise, mais à sa grande surprise, Eros, d'une vigilance inattendue, réussit à esquiver l'assaut du tueur sans difficulté. Cependant, l'assassin n'était pas convaincu et pensait que ses actions avaient été découvertes. Il n'imaginait pas que ce qui s'était réellement passé était qu'Eros avait simplement trébuché à cause d'une pierre et était tombé la tête la première. Ce n'était qu'une illusion qu'il avait esquivée de manière compétente. L'assassin se méfiait de ses mouvements, croyant qu'il avait été repéré, mais il ne se rendait pas compte que ce qu'il avait vu n'était qu'une chute accidentelle d'Eros. Il se tenait là en se demandant pourquoi l'endroit semblait être vide dehors, mais partout où il regardait, il voyait la présence des démons. À peine Eros sortit, les soldats se précipitèrent pour l'intercepter et bloquèrent complètement son chemin. Sur un arbre près du camp de l'armée numéro 1, un assassin mystérieux du côté de l'Empire apparut pour enquêter sur le commandant de l'armée sans nom. L'assassin avait repéré sa cible et pensait que cette personne était celle dont il avait entendu parler dans la rumeur. Comment une personne aussi fragile et petite pouvait-elle être aussi indifférente et oppressante? L'assassin hésita à vérifier lui-même la puissance du commandant sans nom,
mais l'homme qui se tenait là semblait être celui dont on parlait dans la rumeur. L'assassin sortit un poignard empoisonné et le lança vers la personne enveloppée sous le manteau. Le poison mortel fut lancé avec une grande précision, mais à sa grande surprise, Eros l'évita avec une vigilance inattendue. Cependant, l'assassin n'était pas convaincu et pensait que ses mouvements avaient été découverts. Il ne se rendait pas compte que ce qu'il avait vu était simplement le résultat d'Eros qui avait trébuché sur une pierre et était tombé la tête la première. Ce n'était qu'une illusion qu'il avait esquivée de manière compétente. L'assassin se méfiait de ses mouvements, croyant qu'il avait été repéré, mais il ne se rendait pas compte que ce qu'il avait vu n'était qu'une chute accidentelle d'Eros. Il se tenait là en se demandant pourquoi l'endroit semblait vide dehors, mais partout où il regardait, il voyait la présence des démons. Dans un endroit isolé pour se cacher, il avait perdu tout intérêt à poursuivre et avait décidé de retourner dans la tente du nomade assassin. À route, il ne voyait aucun mouvement, ce qui l'inquiétait encore plus. Il voulait retourner signaler, mais hésitait car il n'était pas sûr du succès. Alors, pour chercher une autre opportunité, Eros est retourné au bon moment. DAT-RNG posa le livre sur la table, sans y prêter attention. Il sourit et demanda s'il savait quelque chose sur le nouveau héros de l'armée de l'Empire. Ai-je pensa un moment puis répondit, j'ai entendu dire que le commandant numéro 2 l'a enquêté. Il porte un chapeau couvrant tout son visage, donc je ne peux pas voir son visage, mais je sais que son art du combat est incroyable. Il s'exprima avec assurance, en discutant avec quelqu'un en haut, inquiet de la présence du mystérieux assassin. Mais lorsqu'il entendit son nom, il se demanda si ses actions avaient été découvertes. Il s'assit immédiatement, ses yeux se fixèrent sur une bouteille de vin devant lui, comme s'il voulait boire pour se rassurer, mais il hésita car il se demandait s'il était empoisonné. Avant de prendre une gorgée, il entendit un bruit soudain. L'assassin avait utilisé une pierre pour attirer l'attention et versa du poison dans son verre. Le poison était le plus mortel, tuant quiconque en buvant juste une petite gorgée. Héros était sur le point de boire quand Urouge fit voler le verre par terre. Il se sentit à la fois frustré et reconnaissant. Le tueur prit la parole en disant que c'était pour lui. Il se mit à rire, exprimant qu'il avait soif de tuer, mais repensa à ce qu'on lui avait dit. Les deux hommes avaient des attitudes opposées, l'un enthousiaste et l'autre préoccupé. Héros saisit le soldat qui s'approchait et lui dit que s'il y avait du pouls. Lorsqu'Adé regarda le visage héroïque, il était vraiment comme un bœuf parmi les gens ordinaires. Sans cela, il ne ferait que se plaindre de la vie dorée du monde démoniaque qui avait été brisée. Le soldat voyant que l'homme qui venait le sauver était le héros Grohan, il était heureux et sur le point de pleurer, mais il était désolé. Comment NGN et VNNG pouvaient-ils faire face à cela? Les mains tendues pour demander de l'aide furent immédiatement coupées par Héros. Il s'avança droit vers l'homme et lui parla d'un ton plutôt provocateur, « Alors tu es le nouveau héros ». Le héros répondit immédiatement, « Je nie que c'est ainsi que tout le monde m'appelle, mais je ne me sens toujours pas digne de ce titre ». Les deux frères masqués se tenaient face à face, disant toujours que la voix de l'adversaire leur semblait familière, mais ils refusaient de montrer leur visage. L'un était en armure complète et l'autre parlait sans cesse. Ils se lancèrent immédiatement dans le combat. Cependant, l'un d'eux avait bu un peu trop d'alcool et aimait se battre. Il ne se souciait pas de savoir si l'adversaire acceptait ou non le combat. Il frappait rapidement avec son épée, mais à un moment donné, l'adversaire réagit autrement qu'en contre-attaquant. Il se retira pour établir une distance. Green réalisa maintenant que quelque chose n'allait pas dans la tête de l'homme. Il se demandait pourquoi les attaques récentes semblaient si faibles. Héros se retenait probablement car il n'était plus intéressé par ce combat. Green décida de sourire avec confiance pour cacher sa peur intérieure et demanda avec une attitude plus aimable d'arrêter le combat. Héros ne céderait pas et répondit à l'homme devant lui que le combat devait s'arrêter ici car le commandant numéro 9 avait été vaincu. Mais même après avoir repris son territoire, il n'était toujours pas satisfait et voulait continuer à envahir le territoire des démons. Donc, l'armée du numéro 0 était là uniquement pour récupérer ce qui lui appartenait, tel un diplomate habile avec une langue fourchue, en convainquant l'adversaire de faire des concessions supplémentaires. Vit comme une colombe et accepte que chaque faction protège son propre territoire, dit-il. Mais le silence de l'adversaire força Green à dire une autre phrase. Tu veux vraiment provoquer une guerre en tant que nouveau héros? Je ne le pense pas. Tes soldats ne seront sûrement pas d'accord. Après avoir vu ses soldats blessés et perdant toute volonté de combattre, Grant décida de tout laisser de côté et de mettre fin au combat des deux leaders. Les deux dirigeants se tournèrent alors le dos l'un à l'autre, mettant fin à tout cela. Les soldats des deux côtés abandonnèrent le fardeau et soupirèrent de soulagement. Le commandant numéro 1, regarda le jeune homme s'approcher de lui. Il ressentit une légère déception pour cette décision soudaine. C'était une bonne opportunité pour balayer les ennemis, mais il pensait qu'Eros avait peut-être calculé quelque chose. Voyant l'attitude réservée de Jika, il choisit de ne rien demander et le félicita chaleureusement. Cependant, il fut surpris lorsque Jika tomba dans ses bras, son corps brûlant à cause de la fièvre. Le docteur Ben et S arrivèrent rapidement, et Jake se tint à l'écart pour les laisser s'occuper de Jika. Le commandant numéro 7 avait vaincu le héros et, bien que le roi démon l'ait intégré à ses rangs, Seka ne pouvait s'empêcher de douter de sa puissance. Après cette histoire, il avait totalement changé et accepté humblement de nettoyer les restes du combat pour permettre à Jika de se reposer et de récupérer de ses blessures. Le lendemain, Eros rentra au château dans l'excitation du roi démon qui l'attendait depuis longtemps. Il l'acclama dès qu'il le vit,
disant qu'il n'avait jamais été déçu par lui. Le roi démon lui demanda comment s'était passée la rencontre avec le nouveau héros. Son regard froid et son expression mystérieuse firent reculer le roi démon. Eros baissa la voix et lui dit de parler plus tranquillement à l'intérieur. Il lui fit lire le rapport du commandant numéro 2 sur le nouveau personnage récemment apparu, le héros successeur de l'Empire. Le roi démon jeta les rapports sur la table et dit à Eros de les lire. Eros les prit et les plaça près de son oreille, mais soudain, il entendit un appel fort et proche. En même temps, son comportement sans personnalité se réveilla. Il se leva et vit un papier sur sa main. Il ouvrit le papier et ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Les souvenirs de Groan surgirent soudainement dans sa tête. Il se souvint de la scène sombre où Groan avait refusé de l'aider et l'avait poignardé avec une épée glaciale. Mais à présent, Groan venait se jeter dans ses bras avec un corps brûlant et fiévreux. Reginald se demandait comment ses souvenirs avaient pu s'arrêter sur le champ de bataille et puis être rapidement transportés ici, dans le château du roi démon. Puis Rinaï accourut en courant, pleurant et se vantant de lui-même après avoir appris que son pendentif de destin était brisé. Quand il a appris que Jika était sain et sauf ici, il a soulagé son cœur en racontant le triste incident. Après avoir entendu cela, Reginald ne pouvait s'empêcher de se demander s'il avait fait quelque chose d'inapproprié lorsqu'il était ivre. Puis, sans avertir, il se frappa soudainement contre le papier dans sa main. Curieux, il ouvrit le papier et vit le visage et le nom qu'il ne pourrait jamais oublier, même après des millions d'années, celui de Groan. Une mémoire sombre apparut soudainement dans sa tête, où il était assis près des corps de ses parents, mais au moment où il tendit la main pour demander de l'aide à son frère aîné, Groan refusa et, au lieu de cela, le poignarda froidement avec une épée. Reginald leva les yeux vers Reginald et lui sourit, puis il se tourna et demanda à revenir dans la pièce la plus ordinaire du château du roi démon. Auparavant, Aude s'asseyait sur le lit avec un visage laid, mais quelques minutes plus tard, le propriétaire de cet endroit est revenu. Après avoir appris que Jika retournait au monde humain pour éviter d'être soupçonné d'avoir utilisé des sorts scellés, Aude a apposé un sceau sur lui pour le suivre partout, même s'ils ne se rencontraient plus. Aude était vraiment reconnaissant d'avoir refusé le poste de commandant adjoint de la 10e armée et de le confier à Eros. Il lui avait promis qu'il resterait toujours ici avec une loyauté inébranlable, attendant son retour en tant que commandant de l'armée du monde humain. Lorsque le convoi de chevaux arriva devant eux, Erus se retourna et demanda à Aude s'il voulait quelque chose du monde humain. Mais en voyant qu'Aude refusait joyeusement, il décida de prendre lui-même quelques objets appropriés. Les deux gardes aux portes étaient mécontents de la tranquillité du jour. Ils remarquèrent que quelqu'un approchait sans s'arrêter et avançait, pointant leur lance vers l'inconnu, puis crièrent, irrités, qu'il avait quitté sa résidence et que personne ne pouvait entrer. Malheureusement, à cause de ses compétences, le propriétaire a été interdit d'entrer n'importe quand. Fatigué, Eros enleva son chapeau, son manteau, puis tira le voile couvrant son visage avant de dire « Je veux juste rentrer chez moi. Oserez-vous m'arrêter ?» La présence d'Eruk rendra instantanément ce palais bruyant. En entrant, il se trouva face à deux rangées de serviteurs courbés. Yuan, le majordome, le salua. Longtemps séparés, ils se sentaient toujours chez eux l'un avec l'autre et échangèrent quelques mots. Bien qu'Eros ait voulu se reposer un peu, il savait que les nouvelles de son retour étaient parvenues aux oreilles du roi, alors il demanda à Yuan de préparer un cheval pour lui. Eros pensa que ce serait comme flatter un roi, mais le duc semblait ne pas apprécier l'idée. Peu de gens dans l'Empire le connaissent, alors ça ne prendra pas trop de temps. Assis dans le carrosse, Eros pensa à devoir adouber le roi maintenant, alors qu'auparavant, il avait l'habitude de flatter le roi. Il se sentit fatigué à l'idée de devoir faire face à des gens effrayants, y compris le roi. À l'heure actuelle, Edurador est devenu un souverain en éliminant tous ses rivaux. Il est le 9e prince de ce pays, celui qui a osé faire disparaître tous ses frères et sœurs et a lui-même revêtu la couronne avec ses mains couvertes de sang. Il a ensuite été associé à un roi cruel, déclarant que le pays serait renommé en empire. Le temps passa, et comme d'autres pays dans le monde, la guerre éclata, bouleversant la vie d'Eros. 8 années de combat infernal. Bien qu'il ait perdu la moitié de ses souvenirs, trop horribles pour être gardés, l'Empire a conquis un tiers du continent et est devenu un empire florissant, guidé par le roi et le belligérant Edurador. Eros se perdit dans ses pensées sur sa vie et ce pays, quand soudain, le carrosse s'arrêta brusquement. Il sortit pour voir une scène où ses soldats étaient pris dans une embuscade. Ces individus portaient un tissu bleu avec une colombe blanche, symbole évident des insurgés. Eros maudit cette situation et voulut s'échapper, mais à côté de lui se tenait un homme qu'il ne savait pas être là depuis quand. Celui-ci bondit et le maîtrisa, une main étreignant son cou, l'autre tenant une hache menaçante. Le chien fidèle de l'Empire, les insurgés, avaient formé un groupe de combattants qui se sont rassemblés 8 ans auparavant à cause des attaques de l'Empire, leur maison détruite et même l'unique chose qui leur était chère, leur famille, volée par les envahisseurs. Ils sont devenus fous, déterminés à éliminer l'Empire et renverser le roi. Eros était l'une de leurs cibles. Le visage de l'homme aux cicatrices le dévisagea, le jugeant inutile malgré ses prétentions à être le héros de l'Empire. Eros luttait pour dire qu'il n'était pas un agent de l'Empire, ce qui surprit l'homme qui pensait avoir capturé le mauvais homme. Quand Eros dit son nom, Dion, l'homme devint furieux et voulut le tuer sur le champ, mais Eros riposta en le griffant violemment avec ses ongles, lui arrachant du sang. L'homme le rejeta brutalement au sol et tenta de le poignarder,
mais Eros le contre-attaqua avec sa propre arme, le faisant reculer avec surprise. Finalement, l'homme réalisa que c'était l'un des KS Bongma, des créatures effrayantes nées de la bataille il y a 8 ans et dirigées par Dion. Contrairement aux insurgés, qui avaient une haine profonde envers l'Empire, les KS Bongma, sans nation ni famille, étaient extrêmement sauvages, vivant uniquement pour protéger leur leader. Ils se jetèrent sauvagement sur l'armée insurgée, les tuant sans pitié, leur regard démoniaque ne montrant aucune crainte. L'homme aux cicatrices regretta d'avoir sous-estimé Eros. Il voulait se débarrasser rapidement de lui et faire battre en retraite ses hommes, mais ses poignets commencèrent à lui faire mal, car Eros avait utilisé ses griffes pour lui infliger des blessures. Le soldat républicain gémit de douleur et finit par jeter Eros au sol. Puis, dans un acte de désespoir, il sortit un pistolet et tira en l'air pour alerter les autres, mais avant qu'il ne puisse faire autre chose, les mains d'Eros prirent une prise ferme et lui brisèrent le cou. Sans hésitation, Eros se leva et se dirigea vers le château du roi. Un cheval couvert de sang attendait devant l'éducateur, désolé de ne pas répondre à la question de la personne en face et de dire que tu comptes sur le nom Erush pour gagner la confiance à Groan. Il a obtenu certaines informations, y compris le fait que tu es devenu le commandant numéro 0 sous le nom de Ekuaro. Au lieu de punir le roi, il te félicite encore plus, car pour survivre là-bas en tant qu'espion, il faut réellement du talent. Maintenant, c'est le moment de poser la question qui te tracasse. Tu mentionnes Grand et demandes directement pourquoi le roi l'a élevé au rang de héros alors que vous aviez toujours eu des conflits depuis votre enfance à Rush. Tu devais écouter les serviteurs parler dans ton dos simplement parce que tu avais des cheveux blancs et des yeux rouges, différents des autres membres. Un jour, tes parents se disputèrent à propos de te présenter au roi, et à l'époque, ton père a dit que tu devais toujours faire preuve de prudence en public et ne pas laisser les autres connaître tes imperfections. Déon H était désolé et acquiesçait en silence, mais il était rempli d'insécurité quant à son apparence étrange. Les attitudes de ses parents envers Groan étaient totalement différentes, donc même en vivant sous le même toit, il se sentait toujours seul face à lui-même. La première fois qu'il fut emmené au château pour s'adapter à la vie extérieure, 3 enfants vinrent lui parler. Il pensait qu'il voulait devenir ami, mais le chef de la bande dit des choses méchantes en face de lui, affirmant que Déon H n'était qu'un fardeau pour la famille. Cette rumeur s'est répandue partout, et Déon H était réellement emprisonné par sa famille depuis lors. Il ne pouvait s'empêcher de baisser la tête en se soumettant, mais il était rempli d'une grande insécurité quant à son apparence étrange. Les attitudes de ses parents envers Groan étaient totalement différentes, donc même en vivant sous le même toit, il se sentait toujours seul face à lui-même. La première fois qu'il fut emmené au château pour s'adapter à la vie extérieure, 3 enfants vinrent lui parler. Il pensait qu'il voulait devenir ami, mais le chef de la bande dit des choses méchantes en face de lui, affirmant que Déon H n'était qu'un fardeau pour la famille. Cette rumeur s'est répandue partout, et Déon H était réellement emprisonné par sa famille depuis lors. Il ne pouvait s'empêcher de baisser la tête en se soumettant, mais il était rempli d'une grande insécurité quant à son apparence étrange. Déon H tenta de ne pas pleurer, le pauvre enfant ne voulait pas être abandonné de cette manière. Il voulait que sa famille l'aime. Les jours suivants, il resta dans sa chambre tout en essayant discrètement d'étudier et de s'entraîner au combat pour renforcer son corps fragile et ne plus être qualifié de déchet. Un soir, alors qu'il s'entraînait au maniement du bâton, Grand apparut soudainement pour le réprimander et lui dire d'arrêter de faire des choses inutiles et de rester tranquillement dans sa chambre. Tout s'effondra à cet instant, et c'était le début de la formation du démon Erush à partir de cette décision, jusqu'à ses 17 ans à Groan. De plus en plus, il ne sortait plus de sa chambre et ne s'occupait d'aucune autre tâche. Aujourd'hui, Cruel est venu l'inviter à jouer aux échecs, mais en voyant l'expression froide de son jeune frère, il s'est étonné et lui a demandé s'il était occupé. Erius répondit « Pourquoi ? Est-ce que j'ai l'air occupé ? Je ne fais rien d'autre que rester dans ma chambre. » Cependant, avant même qu'il puisse jouer une partie d'échecs, Grand intervint soudainement en disant qu'il limiterait désormais ses jeux d'échecs avec lui car si la guerre éclatait, chaque famille aurait au moins une personne qui serait convoquée. Le moment où tout s'est terminé, c'était quand il est revenu au manoir du comte avec un couteau enfoncé dans un corps ensanglanté. Son regard était étrangement froid, sans aucune trace de satisfaction après avoir éliminé un ennemi. Il ne ressentait que de la douleur, 1000 fois plus intense. Cruel voulut lui dire quelque chose, mais il referma rapidement la porte, le laissant derrière lui avec le cœur brisé. À ce moment-là, Déon H réalisa que sa famille l'avait finalement abandonné. Depuis qu'il avait été emmené sur le champ de bataille pour servir dans la guerre, chaque jour d'Erius était un enfer sans fin, un combat constant pour survivre. Partout où il allait, il y avait l'odeur du sang et les cris de la guerre. Erius était toujours aux prises avec un ennemi lorsque soudain un inconnu apparut, le remontant en un instant après avoir éliminé un soldat ennemi. L'étranger lui jeta un couteau et cria « Que tu sois un enfant ou faible, personne ne s'en soucie ici. Si tu es ici, tu dois te battre pour survivre. » Ces mots résonnèrent immédiatement dans l'esprit d'Erius, lui disant ce qu'il devait faire pour survivre. Il prit le couteau et commença à abattre tout ennemi qu'il rencontrait, tout en luttant pour rester en vie. Les jours passèrent, et Erius s'habitua progressivement à cet enfer, déterminé à rendre à sa famille ce qu'il lui avait infligé, une autre forme d'enfer. Cette lutte a duré 8 longues années. Finalement, la guerre se termina lorsque Déon H retourna au manoir du comte avec un couteau ensanglanté planté dans son corps. Son regard était étrangement froid, sans aucune trace de satisfaction après avoir éliminé un ennemi. Il ne ressentait que de la douleur,
1000 fois plus intense. Cruel voulut lui dire quelque chose, mais il referma rapidement la porte, le laissant derrière lui avec le cœur brisé. À ce moment-là, Déon H réalisa que sa famille l'avait finalement abandonné. Maintenant, Erius est assis dans un coin en regardant les autres soldats recevoir des lettres de leurs proches, mais lui n'a qu'une simple lettre de nomination en tant que commandant d'opération à la première ligne. Il est déterminé à rendre à sa famille le même enfer qu'ils lui ont infligé. Le combat de 8 ans prend fin à Grouen. Ouvrir la porte et entrer, tu vois immédiatement une scène choquante. Ton seul parent est là devant toi. C'est peut-être la paille qui sauvera ta raison. Erius se tient la tête, hésitant à demander à son frère de l'aider à mettre fin à cela, tout en voulant aussi éliminer la personne qui se tient là. Soudainement, la voix d'une fille retentit, ramenant son esprit à la réalité. Cette fille s'appelle Green Lane, elle est le chef des chevaliers de Luffy et est la plus normale parmi les fous sous ses ordres. Elle ne se souvient pas des actions choquantes qu'Erus a commises lors de la fête quelques heures plus tôt. Ils discutent brièvement, mais Erus ne peut toujours pas comprendre pourquoi il rencontre le roi et à qui cette fête est dédiée. Maintenant, la personne qu'il ne veut pas rencontrer s'approche pour engager la conversation. Cet individu se présente comme le protagoniste de la fête, le nouveau héros titré de l'Empire Grouen. Avant qu'il puisse terminer sa phrase, il est interrompu par un grand éclat de rire et une réponse catégorique. L'homme ne veut ni écouter la suite ni continuer à bavarder, il se saisit d'un gâteau au pudding et l'avale rapidement. Green approche rapidement, saluant chaleureusement et se souciant de savoir si Erus est blessé et comment il va. Même s'il est blessé, il ne la montrera jamais devant lui. Comme d'habitude, il lui suffit de se tenir là et de regarder, en dissimulant toutes ses émotions. Alors que Green et les autres nobles s'adressent à lui, Erus entend les gens parler dans son dos, disant qu'il n'a pas l'intention de causer de problème, mais il ne peut pas éviter les ennuis. Après la fête, Erus rentre chez lui pour trouver sa résidence en feu. Les chevaliers noirs se tiennent encore ici, rendant la situation encore plus sérieuse. Erus pointe du doigt vers eux et demande ce qu'ils font ici et depuis quand sa maison est devenue un camp pour les chiens de l'empereur. Le chef des chevaliers noirs répond en disant qu'ils ont jeté une bombe dans la résidence du chef révolutionnaire, c'est pourquoi ils sont là et ne les contrôlent pas. Il est désolé que ces mots coïncident avec leurs accusations à propos de la bombe. Les chevaliers noirs ne sont pas une unité réformée officiellement dans l'Empire, non. Alors comment se fait-il qu'ils soient chassés et que leurs mensonges soient dévoilés? Mais il continue de ne pas admettre et court se réfugier auprès d'Erus. Erus se sent impuissant en entendant tout cela. Le groupe de chevaliers noirs n'a pas été réformé en tant qu'unité officielle de la royauté. Apparemment, quelque chose s'est produit et ils ont été chassés. Ils mentent mais ne l'admettent pas et se tournent vers lui pour l'aider. Aero regarde le champ de bataille dévasté et commence à calculer mentalement. Auparavant, il a été attaqué en diligence et maintenant il arrive chez lui, ou apparemment qu'on l'attend pour lui dire quelque chose. La révolution veut abattre le roi jusqu'à ce qu'il en soit furieux, mais il ne sait pas ce qu'il a fait pour mériter une telle vengeance. Soudain, les yeux d'Oro ont repéré 2 survivants qui voulaient s'enfuir près de là. Il allait les poursuivre pour obtenir les dernières informations, mais il a découvert qu'une autre personne venait de le faire. Il est clair qu'il ne faut pas sous-estimer les vieillards qui continuent de travailler comme domestiques à toute vitesse. Il a rapidement vaincu 2 hommes, tué l'un d'eux et attrapé l'autre par le cou. Le chef de cette opération a été capturé, malheureusement pour lui. Il n'est pas satisfait que tout ait échoué et il a entendu parler des 3 principaux obstacles pour renverser l'empereur. Le commandant en chef de la guerre d'il y a 8 ans est maintenant le garde du corps de l'empereur. Le deuxième obstacle est le premier ministre Adam, qui a stabilisé le cœur des gens avec de bonnes politiques et des compétences en gestion financière. Mais le plus difficile des 3 est le leader de l'avant-garde de l'armée lors de la guerre il y a 8 ans, communément appelé le chien de l'empereur, Dion H. Même s'il a été vaincu cette fois-ci, il refuse de se rendre et jure de ne jamais abandonner. Oro attrape l'homme qui détenait des informations et le questionne. Malheureusement, cet homme est éliminé avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Oro doit maintenant rapporter à son compte que l'informateur a été tué par un chien, peut-être Dion, pour justifier son échec. Plus tard, une semaine après la partie où la maison du comte a été détruite par les bombes révolutionnaires, tout a été soigneusement arrangé. Les résidences des partisans fidèles ont été bien organisées après une période de chaos. Oro est maintenant très occupé au travail avec de nombreuses tâches importantes à accomplir pour respecter les délais de ses objectifs clés. Alors qu'il est plongé dans ces tâches, il entend soudainement des jurons bruyants venant de l'extérieur. Hier, ils ont volé toute notre nourriture et détruit nos biens. Comment osent-ils encore nous embêter de cette manière? Arrêtant son travail, il voit de loin quelques paires de lèvres impitoyables qui se précipitent les unes sur les autres dans une bagarre violente. Oro se demande ce qui se passe et se demande s'il devrait apporter du vin pour faciliter la conversation avec eux. Oro est épuisé de voir continuellement des conflits entre le groupe des chevaliers fantômes et le groupe de Luffy envoyé par le roi. Il se demande pourquoi ils sont venus et s'ils ont besoin de préparer une boîte de vin pour faire révolutionnaire que le comte a capturé dans le but de capturer et d'éliminer tous les ennemis. Naturellement, celui qui l'a capturé est le comte lui-même. S'il le voulait, il pouvait refuser, mais il ne pouvait pas le faire à temps. Alors il l'a conduit dans la prison et a remis le captif pour qu'il soit jugé. Soudain, le général quand même changea de sujet et parla de la mission d'infiltration. Il reçut un rapport disant qu'ils avaient 3 cibles, mais une seule était mentionnée, celle qu'ils appelaient Ngo à cause d'une bombe qui avait explosé. Le nom de l'autre captif n'était pas mentionné,
et c'est pourquoi le général voulait désespérément savoir ce qui s'était passé. Le général quand même ne détestait pas arbitrairement les autres dans la guerre de 8 ans. C'était la première fois qu'il voyait une personne noble être recrutée pour devenir un simple soldat. Pour survivre, il avait massacré d'innombrables vies, au point de devenir presque fou. Il avait déjà dit que lorsqu'il voyait le garçon déprimé se détester lui-même, personne ne pouvait le blâmer pour la façon dont il avait choisi de vivre. Cependant, la personne devait toujours supporter le sentiment de culpabilité pour avoir fait ce choix. Mais un jour, il découvrit soudain la dualité de son caractère, commençant à se séparer en un caractère fou, uniquement concentré sur le besoin de vivre et de participer à des batailles sanglantes, tandis que le caractère normal se souvenait seulement des batailles normales et des scènes quotidiennes. Peu importe s'il était dans le passé ou maintenant, il faisait semblant de ne rien savoir et de tout attribuer à l'autre personnalité, puis il fuyait la réalité. Cela le répugnait car il avait abandonné une partie de lui-même. Il espérait que le garçon avait changé, c'est pourquoi il avait demandé, mais quand il entendit la réponse froide, il se convainquit que c'était lui qui avait tué ce nom avec son caractère nauséeux. Il détestait tellement cette personne que juste en respirant, il la haïssait. Il se réveilla après une sieste et découvrit que le majordome Remembé se tenait devant lui. Il pensait qu'il s'était simplement assis un moment pour se reposer et avait fini par s'endormir, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il dise que son corps était faible à cause du stress et de la pression, alors il s'évanouissait pour partager une partie de la pression avec son comte. Il a ensuite fait une proposition. Que pensez-vous d'ordonner à la troupe de chevaliers lotis de traquer les monstres? Voyant le visage perplexe d'Eros, il continua à dire « Je sais que le comte acceptera, à la fois pour chasser les monstres qui errent près de notre territoire et pour détruire ceux qui s'y trouvent. C'est une bonne occasion. » Bien sûr, Oriste était d'accord et a rapidement envoyé les troupes. Mais, qui aurait pensé que malgré le bonheur, il finirait par être traîné par ce groupe d'incompétents? À part cette raison, il y avait aussi une petite conversation entre lui et le majordome Remembé qui ne montrait aucun signe de désapprobation. Il n'avait jamais montré d'attitude particulière, disant simplement que si le comte partait, ce type qui se cachait dans le manoir le suivrait également. Ce vieux monsieur finirait certainement par attraper cette petite souris. Le comte sortit pour respirer un peu puis revint, et c'est ainsi qu'il fut attiré par ce groupe d'idioties. Tout cela à cause de leur cupidité. Ils choisirent leur cible, et maintenant qu'ils avaient tourné le dos, il était trop tard. Chaque fois qu'il sortait vraiment, sa compétence était suffisamment effrayante pour faire trembler l'ennemi. En voyant ses camarades tomber les uns après les autres sous les sabots d'Eros et des chevaliers, le chef des assassins ne put s'empêcher de demander avec perplexité « Tu es un héros de l'Empire, n'est-ce pas ?» Dans sa tête, ces gens ne lui étaient pas étrangers car à première vue, on pouvait déjà voir leur intention malveillante. Ils ne ressemblaient en rien à des chevaliers d'honneur, mais plutôt à des chevaliers meurtriers, parce qu'ils n'étaient que des assassins. La haine qu'ils éprouvaient ne lui était pas inconnue non plus. Quand on les appelait les chevaliers assassins au lieu des chevaliers de l'honneur, on pouvait déjà voir leur visage souriant avec méchanceté. C'était donc une petite fourmi qui traquait un assassin ici. Ce qui le déprimait encore plus, c'était que ce n'était pas leur capacité à ressentir de la compassion qui les aiderait à survivre. Il l'avait déjà dit maintes et maintes fois, mais qu'importe, abandonnez ce sentiment de culpabilité. Gardez votre raison pour distinguer qui est l'ennemi. En voyant une armée de démons devant lui, chaque visage montrait une expression maléfique, et c'est pourquoi, dès qu'il tirait sa vraie compétence, il faisait peur à l'ennemi jusqu'à ce qu'il tremble, regardant chacun de ses coéquipiers tomber les uns après les autres. Leur chef qui était un assassin de haut niveau finit aussi par tomber, tout ça pour un peu de cupidité, et ils ont choisi de faire face à un adversaire terrifiant. S'ils avaient fait demi-tour, ils n'auraient pas été en mesure de les rattraper, mais à chaque fois qu'il sortait vraiment, sa compétence était suffisamment effrayante pour faire trembler l'ennemi. En voyant ses camarades tomber les uns après les autres sous les sabots d'Eros et des chevaliers, le chef des assassins ne put s'empêcher de demander avec perplexité « Tu es un héros de l'Empire, n'est-ce pas ?» Dans sa tête, ces gens ne lui étaient pas étrangers car à première vue, on pouvait déjà voir leur intention malveillante. Ils ne ressemblaient en rien à des chevaliers d'honneur, mais plutôt à des chevaliers meurtriers, parce qu'ils n'étaient que des assassins. La haine qu'ils éprouvaient ne lui était pas inconnue non plus. Quand on les appelait les chevaliers assassins au lieu des chevaliers de l'honneur, on pouvait déjà voir leur visage souriant avec méchanceté. C'était donc une petite fourmi qui traquait un assassin ici. Ce qui le déprimait encore plus, c'était que ce n'était pas leur capacité à ressentir de la compassion qui les aiderait à survivre. Il l'avait déjà dit maintes et maintes fois, mais qu'importe, abandonnez ce sentiment de culpabilité. Gardez votre raison pour distinguer qui est l'ennemi. En voyant une armée de démons devant lui, chaque visage montrait une expression maléfique, et c'est pourquoi, dès qu'il tirait sa vraie compétence, il faisait peur à l'ennemi jusqu'à ce qu'il tremble, regardant chacun de ses coéquipiers tomber les uns après les autres. Leur chef qui était un assassin de haut niveau finit aussi par tomber, tout ça pour un peu de cupidité, et ils ont choisi de faire face à un adversaire terrifiant. S'ils avaient fait demi-tour, ils n'auraient pas été en mesure de les rattraper, mais ils les auraient peut-être laissés tranquilles. Chaque fois qu'il utilisait son pouvoir, il y avait un éclat de lumière bleue qui brillait dans le vent. Plus démon que humain, il retire le poignard enfoncé dans le côté droit de la poitrine du chef de l'équipe d'assassins et lui dit qu'il n'aime pas la torture, alors il pourrait bien dire qui est derrière cet acte. Sans plainte du royaume d'Aéon,
Le roi Éduador résolvait une affaire lorsqu'il reçut cette nouvelle à 1h10 17 du ministre Argan. D'après les informations rapportées, ils étaient en train d'éliminer un groupe de monstres près de la frontière, mais il pensait que cette attaque était une invasion menaçant Éduado, qui devinait tout de suite que le royaume Huon était impliqué et pensait que son pays ne pouvait pas se battre car le comte a été blessé. Il posa sa plume sur la table. Ensuite, d'un ton calme, il dit au premier ministre acariâtre de préparer la guerre contre le deuxième pays. Les deux autres écoutèrent, effrayés, tandis que le Premier ministre lui conseillait de réfléchir à nouveau et de prendre son temps. « Votre Majesté, seulement 2 ans après la fin de la guerre, toutes vos bonnes intentions ont été ignorées et écartées par une phrase glaçante « Je suis un tyran ». Là-dessus, le Premier ministre ne put rien faire d'autre que d'acquiescer. Dans son esprit, le roi était obsédé par le fardeau de ses responsabilités. Se sentant coupable d'avoir assassiné des proches pour obtenir la couronne, il savait que cette action ne serait bientôt plus qu'un fardeau. Dans un avenir proche, tout ce qu'il avait acquis serait anéanti par les catastrophes qu'il avait attirées. Le Premier ministre partit, préoccupé par ses propres affaires, et Éduador se tourna alors vers le général même et lui demanda s'il avait entendu parler du Temple du Salut. Pour lui, cette religion de l'ordre des rats était de plus en plus menaçante dans le quartier des rats, et il valait mieux l'éliminer avant que la guerre contre le pays Erush, bien que blessé, ne devienne une réalité. Le général même n'était pas très enthousiaste, mais Éduador était un monarque rusé, il savait comment convaincre le roi de le suivre sans le faire sentir utilisé. Tout était pour le bien de la couronne, mais Éduador savait que cela signifierait bientôt se lier les mains par un nouvel ennemi, le roi des rats. Au même moment, dans un coin reculé du manoir, le majordome Remambé venait de régler un espion sur le toit. Soudain, un pigeon voyageur apporta une lettre en volant devant lui. Il reconnut immédiatement la marque et ordonna à ses subordonnés de préparer des plans plus tard que prévu tout en poursuivant le pigeon pour découvrir les coupables. Là-dessus, il s'excusa et se rendit chez Éduador pour lui rendre compte de la situation. Sur le chemin, il captura un espion. Il avait l'intention de le capturer vivant, mais il y avait eu un incident sur la route. Il s'excusa encore une fois et lui parla des conclusions de son enquête. Il soupçonnait que ce pouvaient être les forces révolutionnaires ou les ennemis de la couronne, parmi lesquels le duc était le plus suspect car il avait de grandes ambitions. Pour assurer sa sécurité, il devait créer sa propre faction. Il espérait que le comte soutiendrait également leur cause, mais s'il y avait des obstacles, même la famille royale serait éliminée. Après un moment, il se réveilla de son rêve semblable à la réalité, descendant du cheval avec épuisement et des pensées tourbillonnantes dans sa tête. Habituellement, quand il se réveillait, il ne se souvenait de rien, mais cette fois-ci était différente. S'il n'y avait pas eu de blessure à l'épaule, il aurait pensé que tout n'était qu'un cauchemar, mais il semblait qu'il était bien réel. En attendant, dans un coin du manoir, le majordome Remambé venait de traiter un espion sur le ciel. Soudain, un pigeon voyageur apporta une lettre volant devant lui. Il reconnut immédiatement la marque et ordonna à ses subordonnés de préparer des plans plus tard que prévu tout en poursuivant le pigeon pour découvrir les coupables. Il s'excusa encore et se rendit chez Éduador pour lui rendre compte de la situation. Sur le chemin, il captura un espion. Il avait l'intention de le capturer vivant, mais il y avait eu un incident sur la route. Il s'excusa encore une fois et lui parla des conclusions de son enquête. Il soupçonnait que ce pouvaient être les forces révolutionnaires ou les ennemis de la couronne, parmi lesquels le duc était le plus suspect car il avait de grandes ambitions. Pour assurer sa sécurité, il devait créer sa propre faction. Il espérait que le comte soutiendrait également leur cause, mais s'il y avait des obstacles, même la famille royale serait éliminée. Après un moment, il se réveilla de son rêve semblable à la réalité, descendant du cheval avec épuisement et des pensées tourbillonnantes dans sa tête.